Valentin Suchet sur la Nationale Moto 55 pour voir un petit peu le rythme, s'il arrive à augmenter le rythme. Et pour l'instant, rien n'est fait dans cette catégorie. Si je peux juste me permettre, pour rectifier une petite chose, c'est si jamais la Yamaha numéro 7 ne pouvait pas finir, ça serait la Suzuki du CERT qui serait champion du monde pour un seul point. On avait parlé de la BMW. Effectivement, si la BMW n'arrive pas à passer en deuxième position. Bien, puisqu'on parlait de la Suzuki, on va tout de suite filer dans le stand de cette Suzuki numéro 12, puisque Mylène nous y entend, elle est en compagnie de Greg Black. Oui Greg, un petit mot depuis cette chute, déjà tout va bien, pas de mal. Non, tout va bien, on a eu de la chance et pas de chance, de l'huile sur la piste. On est plusieurs pilotes à être tombés dessus, mais dans notre malheur, je ne me suis pas fait percuter par notre moto, donc voilà, j'ai pu ramener la moto rapidement. Et finalement, pas beaucoup de dégâts, donc ça a été. Bon là, ça commence à tirer, physiquement parlant, parce que on sait que Sylvain ne roulera plus d'ici la fin de la course, donc ça commence à être un petit peu dur là, les relais. Ah, effectivement, depuis tôt ce matin, Sylvain, il a réussi à le tenir aussi longtemps que possible, il est malade. Donc il a fait le maximum qu'il pouvait, mais à un moment donné, son corps ne suivait plus, donc il peut plus rouler. Donc effectivement, on enchaîne avec Étienne et c'est assez difficile. Ça laisse que 50 minutes de récupération entre les relais, donc c'est très court. Vous avez déjà eu ce genre de schéma? Ça m'est déjà arrivé dans le passé sur d'autres circuits, mais pas ici. Là, on donne le tout jusqu'à la fin. Ouais, là on a 8 tours d'avance, donc on essaye de gérer l'effort et de gérer la mécanique pour finir correctement. Merci beaucoup. Ouais, avec pourquoi pas une issue qui pourrait être juste surréaliste, hein, puisque on le disait en arrivant ici au Bol d'Or, les trois motos qui étaient à la régulière susceptibles d'être championne du monde, c'est la Honda FCC TSR Honda France Motul numéro 1, la Yamaha Yart numéro 7 et ensuite cette BMW numéro 37. Et la Suzuki, on se disait oui, mathématiquement c'est possible, mais il faudrait des éléments plus que favorables. Et bien finalement, on s'en approche de cette physionomie hyper favorable. Reste à savoir effectivement si la 7 passera ou pas sous le drapeau à damier. Bon, évidemment qu'on leur souhaite, hein, on n'est pas là pour leur souhaiter cette cruelle désillusion, parce que là on va se rapprocher de la dernière heure et là ça serait vraiment cruel. Mais bon, on a vu des courses basculer pour moins que ça, hein. Au dernier moment, c'est vrai que tant que le drapeau, on le répète et on le répète. On a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est la vérité. Et c'est la stricte vérité. Tant que c'est pas fini, tout peut encore arriver. Et je pense que c'est aussi pour ça que du côté de la BMW, là, Marcus Reichenberger a toujours pas baissé le rythme, hein, il est en 54,7, parce qu'il sait pertinemment que s'il se passe quelque chose sur la 7, c'est pas eux qui décrocheront le titre de champion du monde, ça sera la Suzuki Yoshimura CERT Motul. Oui, tout à fait, d'autant plus que là, si je me trompe pas, il devrait rester, je me trompe rarement, non, si je me trompe régulièrement, mais à première vue, la 333 qui vient juste de ravitailler et la numéro 37, il leur resterait uniquement un ravitaillement avant l'arrivée. Et donc l'écart qu'on va avoir au prochain passage, c'est l'écart réel qu'il faudrait que le pilote de la BMW numéro 37, donc Marcus Reichenberger, arrive à reprendre sur son relais. Donc Jérémy Guarnoni qui avait l'air plutôt tranquille en disant bon, on va stabiliser, on va relier l'arrivée et tout, il va peut-être falloir qu'il mette du charbon sur son dernier run, parce que 1 minute 10 les sépare et 1 minute 10 sur 1h10 de course, étant donné que Marcus roule en 54 et que le pilote sur la 333 roule plutôt en 57, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible et peut-être que ça va effectivement changer totalement la donne sur le dernier relais. Alors justement, Jérémy Guarnoni le disait au micro de Mylène, les fins de course, il sait les gérer, il sait faire. Et si on lui demande de cravacher, Erwan, je pense qu'il sera à la hauteur de la tâche qu'on lui donnera. Exactement, surtout si c'est pour décrocher la grosse timbale, hein, si je puis dire, le titre. C'est vraiment une surmotivation. On fait abstraction de tous nos problèmes, toutes nos douleurs physiques, mentales, etc. Et là, on y va. Alors sur le papier, ça paraît peu probable qu'à la régulière ils arrivent à revenir. Malgré tout, ça va obliger Leandro Mercado
de mettre un petit peu de gaz, au moins d'essayer de redescendre sur la moitié de son relais en 55-56. Comme ça, au moins, l'écart sera suffisant pour faire une fin de course plutôt tranquille. Et surtout, d'assurer aussi le dernier ravitaillement, parce qu'on n'est pas à l'abri au dernier ravitaillement d'avoir un problème de vanne qui reste coincé, d'une roue qui se mette en travers ou n'importe quoi, et de perdre ces 30-40 secondes. Ça peut arriver. Donc, du coup, il faut quand même pas se relâcher. Et là, on voit d'ailleurs que Leandro Mercado a fait 56-6 sur son premier tour. Donc voilà, ils essayent de remettre un petit peu de distance. Enfin, ils essayent surtout de stabiliser l'écart avec la BMW, parce que c'était pas le cas sur le pilote précédent, qui avait plutôt tendance à rouler en 57-58. Ouais, de contenir la remontée de cette BMW. Alors qu'on a vu rapidement passer, la voici, on la retrouve à l'image, cette Yamaha numéro 7, avec pour l'instant Karel Anika à son guidon. Karel Anika qui vient de boucler son premier tour. Et jusqu'à présent, ça fait au moins 2 relais qu'on ne la voit plus repasser par son stand pour compléter le niveau d'eau du radiateur. Peut-être que le trou s'est rebouché. Colmaté. Ouais. Peut-être que la fuite, effectivement, s'est résorbée d'elle-même. Ce qui serait assez surprenant. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est, bon, évidemment, on ne pourra pas le voir, mais une fois que la course terminée, si on ouvre le moteur, voir dans quel état se trouve l'intérieur de ce moteur, de cette Yamaha numéro 7. Parce que l'eau et l'huile, comme ça, quand ça chauffe, ça ne doit pas faire un mélange très sympathique, je pense. C'est pas vraiment où elle est passée, l'eau, quand même. C'est quand même surprenant. Oui. Ou alors les durites sont poreuses. Non, ça paraît... On l'aurait vu. Non, puis en général aussi, quand l'eau passe dans la culasse, ça fait une fumée blanche dans l'échappement. Donc bon, c'est peut-être une fuite minime. Et voilà, on nous le rappelle, ce qu'on vous disait tout à l'heure, le dernier titre de champion du monde pour l'équipe du Yart, c'était en 2009. Le dernier et l'unique. Oui, le seul. Seul. Pour l'instant. En 2009, donc ça fait quelques années, quasiment 14 ans. Qui était d'ailleurs chaussé en pneumatique Michelin. Et puisqu'on parle de pneumatique, on a quand même 3 manufacturiers différents sur le podium, avec Bridgestone, Pirelli et Dunlop. Ce qui permet peut-être qu'il va couper court aux discussions, même si on le sait, on l'a vu, les Bridgestone semblent un petit peu plus performants. Et d'ailleurs, on commence un petit peu à entendre des bruits de couloir, comme quoi certaines équipes voudraient passer en manufacturier unique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sera un petit peu trahir l'esprit de l'endurance, où justement, plus il y a de monde et mieux c'est. Après, c'est vrai que pour l'équité du sport, on peut se dire que on part pas à armes égales, mais il faut aussi savoir accepter les forces et les faiblesses de son partenaire. On en parlait notamment hier en début de course, où on disait que Pirelli était le seul, par exemple, manufacturier à proposer des pneus intermédiaires, ce qui aurait pu faire la différence, malgré tout, vis-à-vis de Dunlop ou même de Bridgestone. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Erwan, ça semblerait une bonne idée? Alors il y a 2 façons de voir les choses. Si c'est dans l'intérêt de la survie du championnat, effectivement, passer en pneumatique unique, ça aurait du sens. Maintenant, d'un point de vue compétition, développement, moi je suis plus pour la différence. Donc j'aimerais d'ailleurs beaucoup revoir Michelin revenir. Alors avant de vous donner la parole, William, sur ce sujet, on va repartir dans les stands parce que visiblement Mylène a une information sur la 7, la Yamaha numéro 7. Oui, concernant la 7, en fait, la pompe à eau a été changée. C'est donc pour cela qu'elle ne s'arrête plus et qu'elle n'a plus les problèmes qu'on a pu observer ce matin pendant la course. Voilà, information d'importance, effectivement, pompe à eau. Alors ce qui est par contre paradoxal et dommage, c'est que si effectivement tout refonctionne pour le mieux sur cette Yamaha numéro 7 depuis le changement de la pompe à eau, pourquoi
pas l'avoir fait plus tôt en fait. Peut-être tout simplement parce qu'ils ne savaient pas d'où provenait le problème. Donc là, s'ils ont résolu, parce que quand la moto rentre au stand la première fois, on essaye de comprendre rapidement, on essaye de trouver une solution pour que la moto reparte. Et tout le temps où elle reroule, la moto, ça laisse le temps aux techniciens d'avoir toutes les hypothèses possibles sur la cause de ce problème. Et à partir de là, quand la moto revient, ça leur permet d'intervenir. Donc ils ont mis un petit peu de temps, mais peut-être qu'ils ont perdu moins de temps que s'ils avaient voulu tout changer dès le départ. Parce qu'ils auraient pu changer également le radiateur, ils auraient pu changer la pompe à eau, enfin intervenir sur plus d'éléments que ça pour pas prendre de risques. Mais ça aurait probablement engendré plus de problèmes. Et pour en revenir au manufacturier unique ou pas, William ? Moi, je suis un petit peu de l'avis d'Erwan, c'est-à-dire que sur un plan sportif, si vous avez les bons pneus, de toute façon, vous pouvez garder cet avantage-là et éviter que vos concurrents les aient. C'est le cas d'ailleurs de la 7, de la 12 et de la 1 qui roule en Bridgestone. Et c'est vrai que depuis quelques saisons, c'est un petit peu plus performant, on va dire. Ils ont un peu plus de facilité que leurs concurrents. Cependant, ça oblige les autres aussi à travailler. Dunlop, là, avec BMW, a fait un travail fantastique. Et puis, on voit que Pirelli, même si sur certains circuits, parce que c'est pas toujours le cas, c'est le cas, ils sont en retrait à Suzuka essentiellement, là moins. Mais eux, ils essaient d'amener des nouvelles solutions, par exemple avec le pneu mixte, chose que les autres manufacturiers n'ont pas proposé, pour essayer justement de faire la différence. Maintenant, un manufacturier unique pour le spectacle, c'est quelque part c'est mieux parce que il y a moins de différence et que ça se joue plus sur la moto finalement et le pilote, mais voilà, mais si on part sur ce principe-là, pourquoi on ferait pas tous les mêmes motos et que la différence se fait que sur les teams et non plus sur les pilotes? Et puis dans ce cas-là, on entrerait dans un cadre où pourquoi on limiterait pas les teams de façon à ce que ça se joue que ça sur la piste? Non, il y a un moment où il faut mettre des règles. Le manufacturier unique, c'est une solution, mais pas forcément. Pour être une solution de facilité. Solution de facilité, c'est possible. Ouais. Mais maintenant que je suis derrière les écrans, c'est vrai que quand on regarde la catégorie stock sport avec manufacturier unique, il y a plus de bagarres depuis que c'est que Dunlop. On peut imaginer que finalement, si tout le monde avait les mêmes pneus en EWC, ça pourrait, pourquoi pas, relancer un petit peu plus le championnat. Il y aurait peut-être moins d'écart, au lieu d'avoir 8, 9 tours, 13 tours, 4, 17 tours d'écart, peut-être qu'il y en aurait un petit peu moins. Mais de toute façon, les teams officiels seraient quand même devant et voilà. Mais il y aurait plus de bagarres, je pense, sur le début de course, sur la première moitié de course. Affaire à suivre. Alors pour l'instant, c'est nous qui nous projetons sur ce débat. Pour l'heure, on n'a pas entendu parler, bien évidemment, de ce genre de réflexion, en tout cas au niveau du promoteur du championnat du monde. Maintenant, on va voir, l'hiver et l'intersaison va être assez longue. C'est quand même compliqué, c'est un sujet compliqué parce que le manufacturier unique, souvent, là, vous prenez il y a beaucoup de teams qui ne payent pas les pneumatiques parce que finalement, ils ont des supports. Maintenant, si jamais ça passe monomarque, automatiquement, ça impose à tout le monde de devenir client. Donc tout le monde a les mêmes pneus et souvent, pour être manufacturier unique, c'est un appel d'offres. L'appel d'offres fait que le promoteur prend un chèque au passage qui peut redistribuer aux participants ou pas, mais par contre après tous les teams deviennent clients de ce manufacturier. Ce que j'allais dire aussi, c'est il faut que le manufacturier accepte aussi, parce que Bridgestone peut très bien dire écoutez, moi avec 4 équipes, ça me va bien. Moi, je peux pas faire plus et je veux surtout pas rentrer dans cette surproduction là. Allez, on va se quitter quelques instants et on revient très rapidement. Comme ça, on n'aura plus qu'une et seule pub à tourner avant l'arrivée pour pouvoir ne rien rater des dernières minutes de ce 86e Bol d'Or. À tout de suite. Marathon de Berlin. Dimanche prochain, 9h05, en direct sur la chaîne L'Équipe.
Nous sommes de retour sur le circuit Paul Ricard pour suivre les dernières minutes de cette saison du championnat du monde FIM EWC Endurance 2023. Les dernières minutes de ce 86e bol d'or qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout parce que vous le voyez actuellement à l'image, eh bien la BMW numéro 37 avec Markus Reitenberger est absolument déchaîné. Le pilote allemand qui est revenu à moins de 56 secondes de la Honda numéro 333. Alors pourquoi ce forcing de dernière minute? Eh bien on vous l'a expliqué, parce que si jamais la Yamaha numéro 7 ne terminait pas la course, eh bien il faut absolument que la BMW progresse d'un rang dans la hiérarchie pour ne pas échouer à un point seulement du titre, parce que encore une fois, si la 7 ne franchit pas la ligne d'arrivée, pour l'instant c'est la Suzuki numéro 12 qui est en tête du bol d'or, c'est elle qui serait sacrée championne du monde pour un petit point. Donc tout l'enjeu de ces 50 dernières minutes pour la BMW, c'est d'aller récupérer l'écart entre elle-même et la Honda numéro 333, et de fait gagner une place dans la hiérarchie et s'assurer la différence de points nécessaire pour décrocher le titre. Mais globalement, on peut dire que c'est peut-être une course poursuite perdue, parce que tant que la 7 est sur la piste, malheureusement, il n'y aura pas d'autre issue que elle pour récupérer le championnat du monde. Et puis visiblement, la Yamaha numéro 7 du Yart a trouvé la panne, puisqu'elle n'a plus l'air de rentrer au stand. Donc visiblement, ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, plus les minutes avancent et l'arrivée arrive. Et là on a vu Markus Reitenberger doubler quand même à l'extérieur dans le double droit du Bossé. Là il est rentré dans la chicane par l'extérieur dans le premier gauche. Il prend tous les risques pour essayer de maintenir, et même avec ses dépassements il arrive à continuer à rouler en 54. Il a réussi à reprendre encore 2 secondes sur ce tour. Alors à la régulière, clairement ça sera difficile de revenir, mais à la régulière ils peuvent finir autour de 10-15 secondes d'écart avec la 333, et 15 secondes étant donné qu'il reste un ravitaillement et pour la BMW et pour la 333. 15 secondes, c'est une plaquette qui bouge, une roue avant qu'on n'arrive pas à mettre, un problème avec le derrick, n'importe quoi, et là ça se joue 15 secondes, ce n'est rien du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la pression, l'enjeu est de taille. Alors vous parliez de la 333, eh bien ça tombe bien parce que Mylène justement est aux côtés de Yannick Lucot dans le box de la Honda numéro 333. Oui, on était en train de regarder justement, on surveille de très près les temps, Yannick. Marcus sur la 37, la BMW 37, il pousse. Oui, il pousse fort, c'est normal, c'est certainement les consignes qu'il a dû avoir, et puis il y a un enjeu, celui du championnat du monde. Nous, notre enjeu, c'est de pouvoir conserver notre 2e place, donc on est avant tout des compétiteurs, et on a envie de pouvoir finir cette course là où on est aujourd'hui. On ne pourra certainement pas aller chercher le CERT, on est bien d'accord, donc voilà, c'est au moins conserver cette place, et donc on est en train de décompter l'avance de Tati par rapport à Marcus. Voilà, on sait qu'il y a un nouvel arrêt pour la BMW dans quelques... Tout comme vous. Tout comme nous, et ensuite bien voilà, il restera que quelques tours pour que la BMW vienne nous chercher, donc mais ça fait partie de la beauté de l'endurance et du sport. Tati, pour ceux qui nous suivent, c'est le surnom de Leandro, on précise quand même. Oui, en fait, il a été appelé très tôt comme ça quand il était petit, et ça lui est resté donc partout, voilà, bon, sur tous les circuits. Là, on le sait, du coup, c'est Leandro qui va devoir faire un peu le travail pour conserver cet écart avec la 37. Oui, c'est lui qui nous a montré qu'il était le plus à l'aise sur ce circuit, et puis il a pris un très bon départ sur pneu inter hier, et oui, je crois qu'il peut être... On retrouvera Florian pour la fin de course, si je ne me trompe, c'est ça. Merci pour les informations, merci Yannick. Merci à vous Mylène, et puis on vous rappelle que sur l'antenne de la chaîne L'équipe, eh bien vous pourrez suivre tout à l'heure en fin d'après-midi, ça sera à partir de 18h55, eh bien vous pourrez suivre la première journée de basket de la Betclic
Je savais que j'allais oublier quelque chose par rapport à la nomination exacte. Betclic Elite, voilà la première journée, Asvel contre Le Mans, ça sera l'affiche de cette première journée du championnat de France de basket, donc Betclic Elite. Pour suivre cette première journée, rendez-vous tout à l'heure à 18h55 sur l'antenne de la chaîne L'équipe. Voilà, allez, on revient au bol d'or avec cette course-poursuite lancée entre la BMW numéro 37 et la Honda numéro 333, William. J'ai trouvé Yannick Lucot plutôt assez tranquille, assez serein même d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que sur le papier, il a raison, faut pas se précipiter. Sur la piste, ils ont de la marge. Cependant, attention au dernier ravitaillement. On a déjà vu dans le passé des problèmes pour certains teams. Il ne faut pas se précipiter, il faut être efficace. Ils ont de la marge, mais pas tant que ça. Donc il va falloir être efficace. Là, je peux vous dire que quand vous voyez derrière vous, si on vous indique la marge sur le panneau qu'un pilote vous fond dessus dans le dernier relais des 24 heures du bol d'or, je peux vous dire que c'est compliqué. Et voilà, l'écart qui est passé sous les 50 secondes. Maintenant, il y avait un petit peu plus de 55 secondes quand on a revenu de notre pause publicitaire. Et là, on est désormais à 49 secondes. Alors après, pareil, pour la BMW, on a Marcus Rattenberger qui est quand même sur une autre planète tout de suite, aussi bien physiquement que en termes de performance. La question qui va se poser, c'est qui vont faire repartir. On a vu Jérémy Guarnoni qui était prêt. Maintenant, attention. Si vous voulez jouer la deuxième place, il faut que ce soit Marcus qui reparte. Il est dans le rythme, il a l'analyse de la piste, il est performant. S'ils se sentent repartir, s'ils veulent vraiment jouer la deuxième place et tenter quelque chose, c'est uniquement avec Marcus que ça peut se faire. Ouais, je pense que Jérémy, il va être un petit peu juste physiquement. J'allais dire aussi par rapport à ses projections, par rapport à la reprise de la 333, c'était aussi de se dire si Jérémy repart, dans quelle mesure il est aussi performant, voire plus performant que Leandro Mercado sur la Honda numéro 333. Mais c'est vrai que la clé est peut-être entre les mains de Marcus Reitenberger. Ouais, Leandro Mercado qui a augmenté, qui a accéléré un petit peu, 55,7 et une seconde par rapport à ses précédents tours. Donc ils sentent malgré tout qu'il y a quand même un peu de pression parce que chaque tour où ils perdent moins de temps, c'est une deuxième place sécurisée pour la fin de course. Il a peut-être réagi à une consigne au panneau. 54,1 pour Marcus Rattenberger. Lui, il augmente le rythme. Il est incroyable. Là, on est à 43 minutes du terme de ce 86e bol d'or. Et Marcus Reitenberger, il roule quasiment dans les chronos qu'on avait hier lorsque la piste a enfin séché en début de course. On est vraiment sur un rythme incroyable là, pour Marcus Reitenberger. Ouais, parce qu'on a eu, ils ont le record du tour sur la BMW avec une 52,8, mais ça a été un tour et un tour isolé. La majorité des tours, c'était plutôt 53,5, 53,7. Et là, on est quasiment à une demi-seconde au bout de 24 heures. La mécanique est fatiguée, les pilotes qui sont lessivés, et malgré tout, il y a du rythme, il y a de la cadence. On attend le prochain passage de Leandro Mercado pour voir son chrono 56,4. Voilà. 2 secondes 3 là. Sur plus. Marcus est en fin de relais, donc les pneus fonctionnent plutôt bien. Et la moto, la machine fonctionne plutôt bien avec le plein d'essence très bas. Je ne serais pas surpris de voir Marcus repartir parce qu'on a vu Steven avec la gourde. Ils vont lui poser la question. Le pilote est prêt à partir. Si jamais ils vont poser la question à Marcus, c'est la stratégie, c'est la meilleure stratégie. Poser la question à Marcus, et ben voilà, il rentre au stand. On va voir la réponse. Tu te sens pas, et s'il se sent, il va y aller tout seul. Il arrivait vraiment limite. On l'a vu bloquer la roue arrière pour passer la ligne qui symbolise l'entrée de la voie des stands. Alors, va-t-il repartir? Les paris sont ouverts. Ici, on voit Valentin Suchet qui repart, lui, au guidon de la Honda CBR 1000 RR numéro 55 du Team National Moto et qui est en tête de la catégorie Super Stock. Alors, partira, repartira pas.
voilà, c'est fait pour Marcus Reitenberger. C'est reparti. Oula. Et voilà, vitesse et précipitation. Et là, c'est les 3-4 secondes qu'il a perdu. Voilà. Mais il repart. Et sur le moment, il n'avait pas l'air très. Je peux vous dire que là, dans sa tête, c'est difficile. Hein. Il sait qu'il faut qu'il reparte au charbon, au combat. Et il venait déjà, ça faisait déjà longtemps qu'il attendait son panneau pour rentrer dans les stands. Parce que il peut y avoir aussi, il peut y avoir eu une communication via le panneautage pour l'informer qu'il risquait de repartir. Ça lui permet de se préparer aussi mentalement parce que, comme vous dites, Erwan, hein, psychologiquement vous rentrez pour terminer et on vous dit il faut repartir. C'est très très difficile. Mais bon, là, première vue, il se sent, il va être dans le rythme et on va voir tout de suite si les chronos sont bons. On a aussi une bagarre, attention, hein, pas perdre de vue. Hein. 5 secondes et demie seulement d'écart entre la 55 et la 33 pour la victoire en catégorie Stock Sport. Ils viennent tout juste de ravitailler tous les deux machines. Donc du coup, on va voir sur le prochain passage l'écart réel. Voir si une moto a pris l'avantage pendant le ravitaillement. Et je pense que Jérémy a l'air plutôt satisfait de ne pas être soulagé, ouais. Ouais, c'est clair. C'est évidemment énormément de responsabilités, beaucoup de pression, évidemment. Alors, il n'aura peut-être pas le temps, lui, d'y penser, Marcus Reitenberger, parce qu'il est dans l'action. Mais c'est sûr que quand vous remontez, c'est tout un process qui se remet en place et là, c'est différent. La pression de Jérémy, c'est surtout que ça faisait 1 ou 2 relais où il était quand même un petit peu dans le dur. Il était plutôt en 56. Donc, il aurait fallu qu'il roule en 54. Ça aurait été compliqué. Non, il ne le savait pas, hein, qu'il allait doubler le relais et il est vraiment très très performant. Voilà, et s'il reste sur ce rythme, Marcus, il y a des grandes chances qu'on puisse faire la jonction et pourquoi pas terminer sur la deuxième marche de podium. Voilà, on va tout faire pour finir en deuxième position. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour terminer et aller chercher votre objectif. Ça va être très 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 serré, mais ça peut passer. Et attention maintenant, parce que la pression est du côté de la Honda numéro 333 au ravitaillement. Hein. Ah oui, là, il ne faut pas qu'il se rate. Parce que là, si ne serait-ce que 10 secondes ou 15 secondes de perdu, et ça peut finir avec une course très très serrée. Et l'avantage donc pour la National Moto numéro 55, hein, on a dit que les deux machines, la 55, la 33, avaient ravitaillé. Alors la 41 est passée en deuxième position de cette catégorie, mais elle va devoir ravitailler. Donc de toute façon, elle va repasser troisième. Mais par contre, l'avantage a tourné à la National Moto, qui ont fait un ravitaillement et un pit stop en 1,22 au total, hein, avec la distance de la voie des stands, contre 51, pardon, oui, pour la numéro 33. Donc vraiment la National Moto a fait la différence dans les stands et ils avaient que 5 secondes d'avance avant le ravitaillement, ils en ont 25 maintenant. Voilà, les choses semblent bien engagées pour National Moto pour cette victoire en catégorie Stock Sport. Vous voyez comme quoi dans les stands il peut se passer des choses. Et Étienne Masson pour l'instant sur la Suzuki numéro 12, la machine qui occupe la tête de ce boulder depuis de très nombreuses heures maintenant et qui roule également avec seulement 2 pilotes sur les 3, Étienne Masson et Greg Black, qui se relaient, c'est le cas de le dire, au guidon de la Suzuki numéro 12, puisque malheureusement pour lui, Sylvain Guintoli est malade. Il souffre de troubles gastriques et malheureusement il n'est plus en état de monter sur la moto, et on pensait qu'il pourrait peut-être soulager pendant un relais dans la matinée Étienne et Greg Black. Et bien malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors évidemment que s'il le pouvait, il serait au guidon, Sylvain Guintoli, mais là malheureusement ça fait quasiment 6 heures, un peu plus de 6 heures que les deux pilotes Suzuki s'échangent le guidon de la machine. Ouais, il a fait 6 relais, Sylvain Guintoli. Ça veut dire qu'en moyenne pour la course, il aurait dû en faire 9 ou 10. Donc on peut considérer que les deux autres pilotes ont fait, au lieu de faire 10 relais, on en fait 12 chacun, ce qui est quand même très éprouvant pour le corps. Mais ils ont parfaitement géré. Alors d'un côté,
pas trop compliqué pour eux parce qu'ils sont pas sous pression, mais d'un autre côté, ne pas être sous pression, ça rend la course encore plus difficile. Allez, on va surveiller l'écart. On a vu tout à l'heure le temps de Leandro Mercado au guidon de la Honda numéro 333. Il avait tourné en 1,59 et là ça va, c'est rentré dans l'ordre. 1,57,0 pour 1,55,8 à Marcus Reitenberger. Marcus Reitenberger donc qui a repris encore un peu plus d'une seconde sur le dernier passage sur la ligne de chronométrage. La course contre la montre est lancée puisqu'il ne reste plus que 35 minutes et 50 secondes dans ce 86e bol d'or, la finale du championnat du monde EWC 2023. La victoire pour la Suzuki numéro 12, c'est ce qui semble se présenter. Le titre de champion du monde pour la Yamaha numéro 7, mais voilà, il reste encore 35 minutes. Ce que je vous propose, c'est de tourner la dernière page commerciale et de se retrouver le plus rapidement possible ici sur le circuit Paul Ricard pour aller jusqu'au bout de cette épreuve et de vivre ensuite la cérémonie du podium. A tout de suite. Du monde, les 3 glorieuses du 15 de France. Un documentaire inédit de Sébastien Tarago et Jules Bianrossa. Demain, 21h05 sur la chaîne L'Équipe. On vient d'entrer dans la dernière demi-heure de cette 86e édition du bol d'or. Pour l'instant, la victoire reviendrait à la Suzuki numéro 12. Attention au dernier rebondissement d'une édition riche encore en scénarios percutants qui ont changé la course durant ces 24 heures d'endurance. La finale du championnat du monde, pour l'instant, ce serait la Yamaha numéro 7 qui obtiendrait ce titre de champion du monde. On va vivre cette dernière demi-heure, bien sûr, la remise des trophées, les podiums en direct avec toutes les réactions depuis les stands grâce à Mylène d'Orange. Et puis à 15h30, ce sont nos 2 volleyeurs qui vont nous rendre visite sur le plateau. Erwin Gapet et Daryl Bulter après leur 4e place à l'Euro. À 17h, le futsal, on lance la campagne de qualification pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2024. Les Bleus qui n'ont jamais participé à la Coupe du Monde, premier match face à la Slovaquie. Puis le basket qui fait sa rentrée, le championnat de France avec la première affiche entre l'Asvel et Le Mans, c'est à 19h. Eric Sélis toujours en place avec William Coste et Erwan Nigon pour cette dernière demi-heure. Quand on connaît l'endurance, on fait attention aux dernières minutes de course. Exactement, mais Saoud, il vaut mieux pas trop se projeter rapidement sur l'issue de ce 86e bol d'or parce qu'on l'a vu, encore une fois, l'endurance peut nous réserver les scénarios les plus incroyables. Mais pour l'heure, eh bien, il reste 27 minutes. On a dans cette catégorie Super Stock, puisque on a la Honda National Moto numéro 55 à l'image. Et regardez, cette Honda, on a l'impression qu'elle est un peu au ralenti dans cette ligne droite. Il lève la main. Alors là, c'est incroyable. Quand on vous dit qu'il ne faut surtout pas se projeter trop vite en endurance, eh bien regardez, la Honda numéro 55 de Sébastien Suchet, Sébastien Suchet est au ralenti. Il reste 26 minutes de course. La machine qui occupait la tête du classement de cette catégorie, qui était peut-être en passe de remporter la Coupe du Monde Super Stock, connaît un problème. Il y a un souci sur cette machine. Sébastien Suchet va être obligé de rentrer dans la voie des stands. Alors, est-ce que ça peut pas être un problème de ravitaillement d'essence puisqu'il s'est arrêté il y a quelques instants et par moment, on a l'impression que la moto refonctionne normalement. Et puis là, dès qu'elle est droite, ça ne va plus. Et il est au ralenti, vous le voyez, il lève la main. Sébastien Suchet qui voit évidemment ses rêves de victoire peut-être s'évanouir par la nécessité de rentrer au stand. C'est même une certitude, la victoire va leur échapper. Sébastien Suchet qui rentre dans la voie des stands, qui va probablement rentrer directement dans le stand. Ils avaient 29 secondes d'avance sur la numéro 33, la Kawasaki, et là c'est obligatoirement c'est perdu pour eux, surtout que c'était très serré, il y a la 55, il y a la 33 et la 41 qui étaient dans le même tour. Alors là il y a un souci, au niveau du classement virtuel, la National Moto avait exactement 19 points d'avance sur la Honda 41 Chrome Burner Rack 41. On va essayer d'écouter les commentaires. Il ne
descend pas de la moto, ça sent pas bon quand même. Il est à peu près sûr de ce qu'il a entendu. Attention, il faudrait. J'espère qu'ils vont y penser. Vous savez que pour être classé, il faut avoir fait parcourir plus de 75% de la course et également franchir la ligne d'arrivée. La moto roule. Il peut faire un tour, il reste 24 minutes. Il peut faire un tour, il perd 12 tours. Mais il peut franchir la ligne. C'est ce qu'on avait fait avec Christian Lavieille justement en 98. On était en deuxième position. On avait eu un problème technique. On avait cassé le moteur. Christian avait réussi à faire par les voies de sécurité le tour de piste et s'était positionné devant la ligne et franchi la ligne. Si jamais il ne franchit pas la ligne, c'est perdu. Il faut y aller. Ouais, on va essayer de faire repartir cette moto coûte que coûte et essayer, comme vous l'avez expliqué William, de lui faire franchir la ligne d'arrivée, mais on sent bien pour Sébastien Suchet, c'est la grosse désillusion. Merci Red. Ouais. Et on a entendu Sébastien Suchet qui disait ouais, on sent quelle force ça n'avance pas, et Eric le chef mécanicien du team National Moto qui a dit oui, c'est mort. Alors vous le voyez, elle se déplace cette Honda National Moto numéro 55, mais malheureusement elle n'est plus sur un niveau de performance qui était le sien il y a encore quelques minutes. Alors il va falloir faire les calculs parce qu'il y avait quand même il y avait 19 points. Pour moi, il y avait 19 points d'écart entre la National Moto et la Honda du team Chromburner RAC 41. Alors peut-être, évidemment, ça va être. Regardez, la désillusion, 6 points et demi. Et elle serait à égalité avec la Kawasaki du team Louis Moto. La numéro 33. Voilà, si les choses en restent là, et bien malheureusement, la National Moto va perdre la victoire dans cette catégorie Super Stock pour ce 86e bol d'or et perdre la victoire de cette Coupe du Monde. Ah, la déception et la désillusion est cruelle quand on vous disait que tous les scénarios sont imaginables avant la fin et la présentation du drapeau à damier. Avec Messaoud, on le disait, il ne faut pas se projeter trop vite en endurance parce que tout peut arriver, mais là sincèrement c'est un scénario incroyable. Ah oui, quelle déception dans la tête des pilotes. Je peux vous dire que ça doit être très compliqué à gérer. Et on le voit, regardez, dans le box, je crois que c'est Valentin, le frère de Sébastien, qui est là, mais vraiment abattu, et on le saurait à moins. Ils ont fait une course énorme, ils ont fait une course quasiment sans faute. La seule fois où on a vu cette machine rentrer dans les stands, c'était une intervention qui avait été préparée, anticipée. C'était simplement changer le sabot moteur parce qu'il y avait eu une petite chute dans la nuit, mais vous le voyez, et bien là Sébastien Suchet, il est obligé de rouler au ralenti sur le bas-côté du circuit Paul Ricard, évidemment de faire attention aux autres machines qui arrivent, mais ça va être cruel parce qu'à un moment ou un autre il va voir passer la Honda numéro 41 devant lui, et on va tout de suite retrouver Mylène dans le stand de la machine du team National Moto. Oui, c'était pour vous partager toute la tristesse évidemment qu'on retrouve dans ce team à seulement 21 minutes de la fin. C'est vrai que c'est dur, et comme vous le disiez, ils ont fait une très belle course, quasi pas d'erreur. Donc c'est vrai que du côté du team, là pour le moment, on a du mal à digérer ce qui se passe. Voilà, regardez encore une fois ce classement virtuel. La Honda du team Chromburner RAC 41 qui finalement va reprendre pour 6 points et demi les commandes de ce classement, et qui va donc aller chercher peut-être parce que maintenant il faut vraiment rester très 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 prudent. Il reste 20 minutes encore à parcourir, 20 minutes à résister, dirons-nous, pour cette Honda numéro 41. On espère surtout que l'équipe du team National Moto va pouvoir finir la course. Ça serait quand même la moindre des choses. Et regardez, il essaye de réduire au maximum les tours, Sébastien Suchet, et éviter évidemment de créer le danger sur la piste. Mais voilà, il tourne au ralenti. Ça me paraît un peu compliqué de terminer dans ces conditions.
il va s'arrêter probablement avant la ligne. Alors je regardais, Patienter. là il est encore sur le podium visiblement, c'est aussi pour ça qu'on est reparti. Alors vous me direz, le podium, ils y seront plus, ça aurait pu être une très maigre consolation, mais là ils avaient 2 tours d'avance, ils ont encore 2 tours d'avance sur la machine numéro 18, mais il reste encore 19 minutes, donc 2 tours, ça veut dire 5 minutes environ, donc ça va être malheureusement rapidement bouclé pour cette Honda numéro 55, et de fait la Yamaha numéro 7, elle, s'arrête à son stand une nouvelle fois, mais pour une opération on va dire traditionnelle ce coup-ci, avec un ravitaillement et un changement de pneumatique. Il reste 19 minutes et on est reparti. 19 minutes là aussi à résister, parce que au bout, eh bien, il y aura le titre de champion du monde, certainement, pour cette Yamaha numéro 7. On a vu Eric Dessel, qu'on a eu comme invité à notre micro ce matin, féliciter son pilote, mais là ça va être là aussi 19 minutes sous haute tension pour la Yamaha numéro 7, même si, comme nous l'a précisé Mylène il y a de cela quelques instants, depuis que la pompe à eau a été changée sur cette moto, le rythme est revenu. Et avec tous ces faits de course, on a arrêté de parler de la BMW numéro 37 qui est en bagarre avec la 333, mais la 333 ravitaillée, ils ont fait un ravitaillement absolument parfait, aucune erreur, et donc forcément ils ont repris l'avantage. Ils ont même réussi à gratter un petit peu de temps, à gagner une dizaine de secondes sur le pit stop, et donc au final ils ont 40 secondes, un matelas suffisant pour rallier l'arrivée en toute sécurité à la 2e place. On a vu l'image là de Sébastien Suchet qui est arrêté sur le bord de la piste. L'image est cruelle. Et Mylène, vous êtes en compagnie de Stéphane Hadadj, le team manager de la Nationale Moto. J'imagine que la désillusion doit être immense. Stéphane, c'est difficile, on en avait discuté au début de cette course, on s'était dit la course est longue, il peut encore arriver des problèmes, et là 20 minutes avant la fin, malheureusement la moto souffre de perte de puissance, et là il semblerait qu'elle soit arrêtée sur le côté de la piste. Oui, tout à fait, la seule explication pour l'instant c'est une perte de puissance, on n'a pas de diagnostic bien entendu. Maintenant, après une course de 24 heures, voilà, qu'on a vécu quasiment. Oui, on sent votre émotion, c'est déjà très sympa de nous répondre. Toute l'équipe, est-ce que c'est pas pour moi, c'est pour toute l'équipe, pour les pilotes déjà, qui reviennent de loin. Valentin l'année dernière se fracturait le fémur, aujourd'hui il est revenu aux avant-postes. Ensuite Guillaume et Sébastien ont fait un super travail, tous les bénévoles. C'est bien sûr leur récompense. Maintenant, c'est la course, je le sais quand je signe l'engagement. C'est jusqu'à 15h00. Voilà, c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre. Et en tout cas, vous avez effectué une très belle course sans faute, et on tenait à vous féliciter. Merci. Voilà, on sent évidemment toute la déception de Stéphane Hadadj, alors que l'on va se retrouver là du côté du box de la Yamaha numéro 7 et de Karel Anika. Voilà, on a fait notre travail pendant ces 2 tours d'horloge, mais il reste encore un petit peu de temps. Voilà, encore une fois, c'est le cliché, mais c'est une certitude, surtout ce qu'on voit dans la physionomie. Voilà, on a fait un travail incroyable. Je suis très content et très fier de mon équipe et de mes coéquipiers. Je voudrais remercier Yamaha évidemment pour l'aide et le support. Voilà, et j'espère qu'on va continuer cette aventure encore longtemps. You know, I could go faster, but I was just with a group of with mainly Black and. Voilà, en fait, moi j'ai mon dernier relais, j'étais plutôt dans un bon groupe. Il y avait Greg Black sur la Suzuki avec moi, donc j'étais plutôt bien. Et puis après, quand il fallait laisser partir, je laissais partir. Il fallait pas se tromper d'objectif. Voilà, et jusqu'à 1h30, 2h de l'arrivée, et on était obligé de s'arrêter et faire le complément d'eau dans le radiateur, mais là l'équipe a fixé le problème et maintenant ça va mieux. Not only the riders but to the whole team if you guys do manage to win the championship.
I will tell you after. You can ask me, but voilà. Pour l'instant, je veux pas me projeter plus loin que l'instant présent. Revenez me voir après le drapeau à damier et je vous dirai mon sentiment. Voilà. Pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut à chaque fois. On fait notre mieux sur la piste. Et on espère que ça va aller au bout. On retourne dans les stands parce que Mylène nous attend. On sait que c'est la course, on sait que ça peut arriver, mais on n'est jamais finalement prêt pour une fin de course comme ça, 15 minutes avant la fin de la course. Ouais, franchement, c'est pas facile à accepter. Je pense qu'il va nous falloir du temps. Et voilà, après on a tout donné. Vous avez fait une très belle course. Plutôt, ouais, je pense que sur 23h45, on a dû faire 23h en tête, donc c'était difficile de faire mieux. On a eu des pépins, on a eu 2 chutes. Normalement, voilà, ça devait être pour nous, mais c'est l'endurance. Donc il n'y a pas le damier, c'est pas fini, et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. À bientôt. Voilà, Sébastien Suchet, évidemment, Valentin Suchet, effectivement très déçu. Et on va revenir sur ce que vous disiez avant ces interventions, William, avec Erwan. C'est vrai que du côté de la 333, on a su répondre présent. Hein. Vous disiez un petit peu en off que Yannick Lucot vous sentez très serein. Mais on l'a vu, hein, Erwan, tant sur le ravitaillement et ensuite sur les premiers tours de Florian Alt en piste. Il y avait le répondant et le répondant était là sur la 333. Oui, Flo a très bien réagi et je pense que Marcus s'en est aperçu et il a arrêté d'attaquer. Donc maintenant, voilà, ils sont obligés de finir, de garder les positions. De toute façon, pour que ça puisse aller au bout pour la BMW et essayer d'obtenir cette deuxième place, il fallait une erreur de la 333 dans les stands. Et ils ont été parfaits, hein. Le ravitaillement, le changement de pneumatique, tout s'est déroulé comme d'habitude, donc aucun problème. Et là, forcément, quand la moto est revenue en piste, l'écart était suffisant pour maintenir. Donc Marcus n'avait plus rien à jouer pour essayer d'obtenir cette deuxième place. Donc voilà, ils se sont calés maintenant en 56-57 et ils vont finir probablement avec 35 secondes d'avance, à peu près 30-35 secondes d'avance. Et puis il faut reconnaître également que le Vultaïs, depuis 2 ans, sont régulièrement aux avant-postes. Hein. Ils ont réglé tous les petits soucis de ravitaillement, plus fiabilité, et maintenant ils ont une moto très performante également en ligne droite et de manière générale. Donc l'équipe s'est bien améliorée depuis leur début en EWC. Donc moi je suis vraiment pas surpris de les retrouver à cette position. On voit ici Florian Alt qui se permet de faire les freins à la Suzuki numéro 12. Greg Black qui a dû voir passer cette Honda numéro 333 en se demandant ce qui lui arrivait. Mais effectivement, on est dans d'autres considérations sur cette Suzuki Yoshimura, certes motule, c'est-à-dire aller chercher la victoire ici sur ce 86e Bol d'Or, la finale du championnat du monde FIM EWC, et surtout eh bien retrouver le podium du championnat du monde, parce que en arrivant au Bol d'Or, elle n'était pas sur le podium, elle était en 4e position, cette Suzuki. Et finalement avec cette course on va dire maîtrisée et surtout réalisée pour un gros tiers à 2 pilotes, cette Suzuki Yoshimura, certes motule, revient sur le devant du championnat du monde. Et c'est aussi une façon on en parlait tout à l'heure, hein, on retient surtout le dernier résultat, de rebondir pour les saisons futures, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, hein, c'était la fin du premier contrat signé entre Yoshimura et le CERT pour cette collaboration qui avait été signée pour 3 ans. Évidemment que là, tous les éléments sont alignés pour que cette collaboration perdure, hein. Normalement, il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à ça, mais ça permet justement, après une saison un peu chaotique, de pouvoir finir sur une note excessivement positive. Puis c'est toujours bien de finir sur une victoire, hein. Ça nous détend plus pour la trêve hivernale. Raccrocher le cuir. Et après on peut raccrocher le cuir. Non, mais plus honnêtement, plus sincèrement, ça permet justement de mieux se préparer. En tout cas, on est plus détendu et une victoire, voilà, une dynamique positive, et une victoire, c'est toujours appréciable. Voilà. Et c'est vrai, comme le disait Valentin Suchet, pour le team national moto, là au contraire, ça va travailler, ça va ruminer pendant longtemps. Il va falloir accepter, digérer cette cruelle désillusion.
comme il disait, il allait falloir leur laisser beaucoup de temps pour digérer ce pépin, mais finalement quand il y a des courses qui s'enchaînent, c'est-à-dire dans 2 mois, admettons un mois et demi, ils sont obligés de se replonger tout de suite dans la compétition, ça évite de cogiter, et là par contre ils vont avoir tout l'hiver pour y repenser, et ça risque de peser un petit peu sur les morales des troupes. Alors du coup, dans cette catégorie Super Soc, parce qu'évidemment on s'est focalisé sur l'incident de la Honda du team National Moto, mais du coup c'est la Kawasaki numéro 33 du team Louis Moto qui est bien pour l'instant est aux avant-postes, et elle a 57 secondes. Regardez, on en parlait tout à l'heure sur la lutte excessivement serrée dans cette catégorie. 57 secondes, on est quasiment sur les mêmes valeurs que la lutte en tête pour la victoire en EWC et la bagarre entre la 333 et la 37. Donc 57 secondes entre la 33 et la 41. Et du coup, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la numéro 18 du team des sapeurs-pompiers qui va peut-être, on va bien dire peut-être maintenant parce qu'il faut s'attendre à tout, aller chercher la 3e place et la 3e marche du podium dans cette 86e édition du Bol d'Or. On voit ici là, Greg Black, il est vraiment au ralenti. On préserve tout. C'est le moment aussi un peu de souffler parce qu'ils ont été mis à contribution plus que de raison avec Étienne Masson depuis, on vous le rappelle, la fin, le début de matinée, on va dire. Avec Étienne Masson, ils ont enchaîné les relais suite aux problèmes gastriques rencontrés par Sylvain Guintoli. Et là, on est en 2 minutes au tour, mais ça a peu d'importance. Quand on regarde le panneau, vous le voyez, qui est sur la ligne droite des stands, on voit le décompte. 8 minutes 30 lorsqu'il est passé, Greg Black, il sait qu'il a encore 3 tours, 4 tours à faire, 5 peut-être, certainement. Ça va dépendre de son dernier tour s'il se relève. Et sinon, ça ferait 5 tours. Et on voit, regardez cette image dans le stand Suzuki, Sylvain Guintoli qui s'est rhabillé, Étienne Masson qui est à ses côtés. Et on va évidemment, pour l'instant, on reste très mesuré parce que on a connu ça aussi par le passé. On a vu des retournements de situation chez Suzuki, même au sein du CERT. Donc on sait. Erwan. Je me souviens notamment d'une fois à Suzuka en 2019 où le CERT avait cassé 5 minutes de la fin. 5 minutes de la fin. Voilà, c'est on n'a que des pensées positives. Ouais. Franchement, quand même. Évidemment, c'est. Ça va aller au bout. Ça arrive, mais c'est. Non, mais c'est en fait le scénario de ce 86e Bol d'Or qui nous ramène un petit peu à ces rebondissements incroyables de dernière minute, et c'est effectivement ce à quoi je pensais. C'est ce qui a d'ailleurs offert votre titre de champion du monde, puisque vous étiez sur la Kawasaki, 5 minutes avant vous étiez 2e, et malheureusement pour la Suzuki et sa 4 moteurs, ça vous a permis de décrocher un titre de champion du monde. On en rigole, c'est vrai qu'on a des pensées négatives, mais c'est la même chose pour les pilotes. Vous avez vu l'interview du pilote du Yacht qui finalement ne voulait pas entendre parler de titre avant le drapeau à damier. Donc c'est la même chose, ce sont les victoires, les titres, c'est tant que c'est pas terminé, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et oui, et cette Suzuki numéro 12, la Suzuki aux couleurs de Yoshimura, certes Motul, qui se dirige, qui égrène les tours. 6 minutes désormais maintenant, 6 minutes 40 avant la fin du temps réglementaire. Alors la course elle n'est pas arrêtée à 24 heures, c'est qu'une fois qu'on atteint 24 heures, on estime que le temps réglementaire est terminé, mais il faut que la moto tête passe la ligne d'arrivée, bien évidemment, pour qu'ensuite le classement puisse s'opérer. Donc des fois on mesure un petit peu son effort pour se dire que on va laisser filer quelques secondes pour être sûr de ne pas avoir à refaire un tour supplémentaire. On va voir ce que ça va donner du côté de Greg Black. Il doit forcément y penser. Vous voyez, il s'est calé en 2 minutes maintenant. Effectivement, il va lui rester encore 3 tours à faire. Alors on le voit dans la ligne droite, il n'utilise plus le régime moteur, il doit prendre probablement 2 ou 3 000 tours de moins. Il passe les rapports et puis il attend que ça se termine. 5 minutes 50, il lui reste encore 3 tours à faire, plus la fin de celui-là. Ça peut paraître pas grand chose, mais dans la tête de Greg Black ça peut être très long.
Et puis là, dans la ligne droite, on a le temps de tout écouter hein, sur la moto. Le moindre petit bruit parasite vous met tout de suite en éveil. Ah oui, l'année dernière, avec la Yamaha du Viltaïs, on était carrément devenu parano. Le moindre petit truc, on pensait que ça allait casser. Et Georges Viergas, le président de la FIM, qui est dans le team de la Yamaha numéro 7, tout sourire, mais on n'ose pas trop célébrer quand même avec le président de la Fédération internationale de motocyclisme. Lui, il est confiant, mais derrière, on voit que les sourires sont un peu crispés quand même. Ah, ils ont parfaitement géré la situation. Hein. Ils ont changé la pompe à eau. C'était la solution, la meilleure. Ils ont perdu un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Ils ont parfaitement géré. Les pilotes ont assuré et c'était une excellente course pour eux, même s'ils auraient espéré essayer d'obtenir le titre avec la victoire, mais ça semblait pas possible aujourd'hui. Allez, encore 2 tours pour Greg Black pour aller au bout de cette 86e édition, au bout de ce championnat du monde d'endurance FIM WC 2023. Vous avez pu suivre l'intégralité de ce championnat, les manches sur l'antenne de la chaîne L'Équipe. On était au Mans, on est allé à Spa, ensuite à Suzuka et aujourd'hui on est ici au Paul Ricard sur cette finale qui aura réservé encore une fois bien des surprises. Ça n'a pas été le scénario aussi fou du bol du centenaire de l'année dernière, mais on aura quand même eu un autre lot de très grosses surprises quand même. Hein. Oui, c'est sûr, c'est toujours une course à rebondissement, donc voilà, c'est toujours, c'est magique hein, l'endurance, hein, c'est des superbes courses, très disputées. C'est des courses d'équipe dans un sport individuel et ça soulève d'énormes émotions quand on arrive au bout, et je peux vous garantir que peu importe le résultat, quand vous finissez une course de 24 heures, vous êtes tellement fatigué. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez manager ou pilote, vous êtes tellement fatigué que peu importe le résultat, vous êtes toujours très satisfait que ça se termine. Oui. Franchir la ligne, c'est déjà une victoire en soi et ça soulage également parce que évidemment on s'est focalisé sur les machines de tête, sur les machines qui se disputaient la victoire en Coupe du Monde Super Stock, mais pour toutes ces machines qui vont couper la ligne de chronométrage, bien c'est une victoire. Passer sous le drapeau à damier d'une course de 24 heures, c'est forcément une victoire quel que soit le résultat. Et on a des équipes qui viennent et leur objectif principal n'est autre que celui-là, c'est on prend le départ et on veut être à l'arrivée. Exactement, et puis bien souvent quand on débute dans cette discipline, on se dit à la fin de ces 24 heures, c'est la dernière fois que je fais une 24 heures, et puis 15 ans après on retrouve les mecs en train de rouler. On les retrouve toujours présents, oui. Oui, parce qu'après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile de dire stop, non, finalement je reviens pas. Après il y a des scénarios plus ou moins difficiles. Allez, peut-être l'avant-dernier tour pour Greg Black, l'avant-dernier tour au guidon de la Suzuki numéro 12. Et on va regarder au niveau du classement, 33 motos vont finalement passer cette ligne d'arrivée. Il y avait 47 machines au départ, 14 abandons donc dans cette édition post-centenaire. Et évidemment on a une pensée pour toutes les équipes qui se sont investies et qui ne seront pas évidemment à l'arrivée. C'est toujours un moment difficile de voir les autres terminer, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de l'endurance. Il y a eu encore des scénarios cruels, on pense notamment à la Kawasaki numéro 4 du Tati Team Racing Béringer. Bien évidemment la Honda National Moto numéro 55 qui va couper la ligne, mais qui évidemment va passer à côté d'une très très belle consécration. Mais tout ça reviendra plus fort encore l'année prochaine. On pense aussi à la BMW numéro 9, à la Ducati numéro 6. On espérait qu'elle pourrait elle aussi refaire comme l'an passé, venir un peu se mêler à la bagarre en tête. Et malheureusement, ça s'est terminé beaucoup trop rapidement pour ces machines. Mais c'est l'endurance, c'est ce qui fait le charme de ces courses et c'est ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout de ces 2 tours d'horloge. Il reste 1 minute et 5 secondes maintenant. 1 minute et 5 secondes avant la fin du temps réglementaire et la présentation du drapeau à damier. Donc j'ai pas vu où était encore Greg Black, mais je pense qu'il va être obligé de refaire un tour. Et regardez, ça y est, on commence à légèrement entrevoir les sourires dans le box de la Yamaha numéro 7.
il va y avoir deux explosions de joie, bien évidemment. D'un côté, la victoire de ce 86e bol d'or pour Suzuki, et dans quelques instants, la consécration pour le team Yamaha Yacht officiel pour le titre de champion du monde. Ça faisait 14 ans qu'il courait après ce deuxième titre. Sincèrement, il le mérite, parce que ça fait de nombreuses fois qu'on les a vus dans des situations compliquées, et là, c'est vraiment tout à leur honneur. Ils ont tout donné, ils n'ont jamais rien lâché, et ils ont changé cet hiver un peu la façon de voir les choses. En tout cas, ils ont fiabilisé la moto, et ça a payé. Allez, voilà, c'est terminé. Le temps réglementaire est écoulé. Vous le voyez, ce chiffre 24.0000. C'est terminé. Le temps réglementaire est écoulé. Et lorsque la Suzuki numéro 12 va franchir la ligne de chronométrage, ça sera l'arrivée officielle de ce bol d'or, et tous les concurrents devront repasser derrière cette Suzuki numéro 12. Donc on peut très bien voir la Yamaha numéro 7 passer la ligne, mais ça ne sera pas la fin de la course. Il faut attendre que le leader passe d'abord sur cette ligne de chronométrage. Voilà, il arrive dans la grande courbe de Signes, où tout à l'heure il a vécu forcément des émotions incroyables avec cette chute collective sur cette traînée d'huile. Greg Black, voilà, qui est vraiment au ralenti là. C'est vraiment pas une critique, mais on sent bien que c'est la délivrance. Voilà, on peut profiter, Erwan, dans ce dernier tour, malgré tout, avant la célébration, avant le drapeau à damier. Oui, je crois qu'on se relâche un petit peu, et malgré tout, il faut rester suffisamment concentré pour rester sur la piste. On peut faire une erreur, mais c'est vraiment des moments inoubliables dans sa vie. Voilà, là il se retourne, il a regardé, il n'y a personne derrière lui. Il va être tout seul au moment de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, encore 300 mètres à peu près pour Greg Black et cette Suzuki numéro 12, cette Suzuki Yoshimura. Certes, Motul, voilà, c'est fait. Il faut le rappeler, 7 tours d'avance à peu près pour cette Suzuki numéro 12. Deux chutes, des problèmes, une fin de course réalisée à deux. Et pourtant, cette Suzuki numéro 12, elle est là, elle remporte ce 86e bol d'or. Elle remonte sur le podium du championnat du monde, puisqu'elle va aller chercher la deuxième place, du championnat du monde. Et dans quelques instants, bien évidemment, là aussi, ça va être une explosion de joie du côté du team de la Honda 41, du team Chromburner RAC 41, parce que eux aussi, ils étaient en difficulté relative, bien évidemment, pendant toute la course. Ils n'étaient pas en mesure de contrer la Honda numéro 55 du team national moto, et ce rebondissement de dernière minute va leur permettre d'aller chercher la consécration, la victoire en Coupe du Monde dans la catégorie Super Stock. On va tout de suite dans la voie des stands, on ne va pas rater le passage de la ligne de la Yamaha numéro 7 championne du monde, mais on retrouve tout de suite Mylène avec Sylvain Guintoli. Oui, Sylvain, félicitations, vous remportez. Je le laisse aussi se faire laisser féliciter par ses coéquipiers. Félicitations pour ce bol d'or. Quel travail remarquable d'équipe. Greg et Étienne ont vraiment fait un super job. Ouais, c'était un week-end encore une fois où on était compétitif. Avec un petit peu plus de chance cette fois, on en a manqué pendant la saison malheureusement, et voilà, le titre nous échappe, mais on finit en beauté cette saison avec une victoire bien méritée pour toute l'équipe, pour Étienne, oui. Greg aussi. Super forme aujourd'hui, donc c'est une belle victoire quand même. Non, ouais, j'étais vraiment donc j'ai réussi à faire 6 relais, mais j'étais vraiment vraiment en galère. Donc voilà, c'était un beau week-end pour nous, et comme je dis, finir en beauté comme ça, après une période où on a eu quand même beaucoup de malchance, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, bravo. On va rester dans le stand Suzuki, le temps que la liaison soit meilleure, bien sûr. On sera également dans le stand de la Yamaha, qui est donc championne du monde, 14 ans après la fin de la course. La remise des trophées, les podiums en intégralité, sans aucune pause, pour profiter de cette 86e édition du bol d'or. Et puis on accueillera Armin Gapet et Daryl Bultor, nos volleyeurs, champions olympiques, 4e du dernier Euro. Eric, William, Erwan, on continue de profiter de cette fin de course. On guette toutes les réactions, toutes les émotions. Et à commencer par Suzuki, ça fait une 19e victoire dans le bol d'or pour Suzuki notamment.
Et oui, c'est là où on mesure toute la puissance de cette écurie du Suzuki Endurance Racing Team. Alors on voit évidemment toutes les images de joie ici. Mandy Kens, le team manager de la Yamaha numéro 7. La joie aussi également dans le stand Suzuki, puisque vous le voyez sur cette image, Petit Polo, le mécanicien avec ses lunettes et sa casquette qui va quitter la famille du CERT après cette superbe victoire. Et puis on pense aussi, parce qu'on les a pas vus passer la ligne d'arrivée, mais on pense aussi à la Kawasaki numéro 33 du team Louis Moto qui remporte la catégorie Super Stock. Donc voilà, il y a énormément d'émotions et de joie partout. Et on retourne voir Mylène dans le stand Suzuki avec Petit Polo, comme vous le dites. Mais oui, un petit mot de Petit Polo, c'est votre dernière course et ça se termine sur victoire du Bol d'Or, incroyable. C'est super, je suis vraiment super content. C'est super pour toute l'équipe et tout, c'est trop bien. Que des années de travail. Ouais, beaucoup d'années de travail et vraiment une récompense à la fin extraordinaire. Merci, profitez bien. 40 ans, c'est une vie ça, passer. Et on continue. Allez-y Mylène, le micro est à vous, vous êtes en direct, profitez, emmenez-nous. Mais écoutez, on continue de vous emmener, on va essayer de se rapprocher des autres pilotes parce que je peux vous dire que l'ambiance ici, elle est incroyable. Tout le monde se prend dans les bras, on s'embrasse. Je vais essayer de me rapprocher d'Étienne là que j'aperçois. Attendez, je me faufile. Voilà les conditions du direct. Étienne, est-ce que vous nous feriez un petit mot? Félicitations, vous remportez ce Bol d'Or. Ça vous fait quoi? C'était dur, fallait aller chercher cette victoire. Ouais, ça n'a pas été facile. On a fini à 2 depuis 5h du matin, je crois. Ouais, c'était un peu physique et surtout on avait la pression parce qu'on était devant, mais je savais que je pouvais compter sur Greg. Il savait qu'il pouvait compter sur moi aussi, donc. Vous avez été solide. Ouais, ça fait du bien et je crois qu'on le mérite beaucoup. Bravo, félicitations. On continue de vivre ces émotions si intenses. C'est vrai que peut-être le moment d'expliquer. Est-ce qu'on est dans un état second, William Erwan, après 24 heures d'endurance avec toutes ces émotions et surtout quand il y a une victoire au bout? Alors oui, c'est vrai que c'est vraiment un accomplissement, on s'en rend pas forcément compte. Alors moi l'année dernière j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir ma première larme coulée, mais c'est vraiment un moment de bonheur et intense, vraiment. Tout le monde est là et c'est une grosse fête générale et ouais, c'est beaucoup d'émotions. La victoire pour la Suzuki numéro 12, on le rappelle, et le titre de champion du monde pour la Yamaha numéro 7. Pardon, William. Oui, non, je disais tout simplement qu'effectivement, il y a peut-être plus d'émotion quand on est dans le box, coéquipier ou membre de l'équipe, parce que tout le monde partage ça. Le pilote qui finit sur la ligne d'arrivée, finalement, il est encore, lui, dans la course, il voit du monde, mais il est encore concentré, il est juste fatigué, il est juste content que ça se termine, mais de toute façon, quand l'équipe va partager tous ensemble, c'est là que toutes les émotions remontent et le partage commence vraiment. Et puis le pilote qui est sur la moto, il est encore un petit peu éloigné de toute cette ambiance, de tout ce stand, parce qu'il faut qu'il revienne, il faut qu'il amène la moto au parc fermé, etc. Donc en fait, il va passer au moins 5 minutes en dehors de toute cette agitation et toute cette, je veux dire, cette satisfaction générale. Et forcément, il y a un décalage qui se crée, mais ça, c'est logique. Et vous avez aperçu la caméra de Mylène avec Jérémy Heinzmann qui est en train de bouger sur les stands, qui va se diriger vers... Elle est en train de remonter les stands, elle va se diriger peut-être vers le stand de la Yamaha numéro 7 qui est championne du monde. Donc c'était une saison absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'est symbolisé par la victoire de cette Suzuki numéro 12. Que de malchance lors des 3 précédentes courses de la saison. Et ça se termine par une victoire sur le Bol d'Or. Oui, effectivement, et c'est l'essence même de l'endurance, c'est-à-dire que bien une fois vous réussissez, une fois vous échouez, et puis on a l'impression que toute la saison allait se terminer avec cette malchance qu'ils ont traîné quasiment tout au long de l'année chez Suzuki. Et puis voilà, ce Bol d'Or remet tout en ligne et ça permet de clore la saison de la meilleure des façons. Oui, la chance, ça se provoque de toute façon. Donc là, ils ont été vraiment les plus forts parce qu'ils avaient un rythme très soutenu. Ils ont imposé le rythme dès le début de course, même s'ils n'ont pas forcément pris autant de risques que le Yard en choisissant la montre pneumatique au départ. Mais malgré tout, ils ont su mettre du rythme, ils ont su aller provoquer. Et c'est eux qui ont finalement provoqué cette chance et cette victoire. Au même titre que quand Greg était tombé aux 24 heures du Mans, il avait ouvert cette porte au départ, et ce qui avait provoqué cette chute et cet abandon. Mais voilà, la chance, ça se provoque, et je pense que là le CERT a démontré qu'il y avait une vraie
vraies capacités. Confortés dans leur choix également, la Viltaïs avec le choix de passer Honda, ça confirme en fait leur bonne forme. L'année dernière ils avaient remporté ce bol d'or, là aujourd'hui ils font 2, donc c'est plutôt un très très bon résultat pour eux également. Et on a aperçu il y a quelques instants la Yamaha numéro 7, championne du monde. Jérémy et Mylène qui étaient juste à côté ont failli étouffer. Mais Mylène qu'on va retrouver, vous êtes où? On vous a vu vous balader sur les stands. Alors où je suis tout simplement là où se garent les motos qui viennent d'arriver sur le podium. Et regardez, on a Greg Black juste à côté de moi, je vais essayer de l'avoir pour une petite interview. On a Jérémy aussi juste derrière. Et on a eu le droit à de jolis burns juste devant nous. Je peux vous dire que c'était un spectacle assez royal. Attendez, on va se diriger, on va remonter parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de monde à cet endroit. Regardez, il y a Jérémy qui aide le pilote de la 33 à se positionner. Jérémy, je t'embête 2 secondes. Bravo. Merci. Ça te fait quoi? Ouais, non, je suis content, c'est le 3e podium de la saison, 3e place. Après, c'est sûr que notre objectif c'était de gagner. Voilà, on termine, c'est sûr, mais nous on est là, on est vraiment là pour essayer de gagner le maximum de courses. On a eu quelques soucis, c'est pas grave, on sera là l'année prochaine pour le retenter, mais voilà. Déjà de finir le bol d'or, c'est déjà super sur le podium, c'est super. Merci beaucoup Jérémy, merci. La BMW numéro 37, victime de 2 arrêts prolongés au bout de 9 heures et de 16 heures de course, ce qui explique cette 3e place peut-être. Alors petite question à vous messieurs, est-ce que c'est la meilleure moto qui a gagné? Vous nous répondez juste après. Tiens, une autre réaction de Mylène. Je suis avec Leandro. Oui, je suis avec Leandro. Can I say Tati? Congrats Tati. Yes. It's your first year in endurance. How do you feel? I feel amazing. My first year in endurance. Was my first start also for 24 hours yesterday. First podium. So c'était mon premier départ de 24 heures ici hier. Ça a été beaucoup d'expérience et je suis vraiment super content. Je voudrais remercier le team et également à mes coéquipiers parce que ça a été une course vraiment difficile. Et sacrée performance. Alors de la on répond à votre 333. question, mais est-ce que c'est... Oui, alors voilà, pour ceux qui suivent ce bol d'or et qui peut-être ne connaissent pas aussi bien que vous les motos, est-ce que c'est la meilleure moto qui a gagné ou pas? On peut dire ça, alors même si je préfère ajouter le meilleur compromis, hein, meilleure moto, meilleur pilote, meilleur pneumatique, c'est un ensemble, hein, l'endurance, c'est ça, hein. On peut pas tout miser que sur la mécanique, mais vraiment le team certes a fait un travail fantastique, hein, on les a vus très rapides dès le début de course, on les a vus sereins, même si Greg a fait une petite erreur dans la nuit qui lui a fait perdre 13 secondes, ils ont même pas eu besoin de repasser par les stands. Après cette chute sur l'huile, mais ça c'était une chute plus ou moins collective et forcément ils s'en sont bien sortis également, mais oui, je pense que c'était le meilleur équipe, la meilleure, voilà, c'est la victoire leur revient, mais je pense qu'à la régulière c'était eux les plus forts. Et les champions du monde de Greg Black. Nicolo Canepa avec Mylène. Nicolo, félicitations, vous remportez le championnat du monde d'endurance. Il a fallu aller la chercher cette victoire, hein. C'était compliqué. Oui, c'était vraiment compliqué, mais on est habitué à ça. On est habitué que c'est jamais facile. Donc je voudrais remercier toute l'équipe, mes coéquipiers, Yamaha, parce qu'ils ont fait un boulot incroyable cette année. Et finalement, on a gagné les championnats du monde. Elle vous a donné du fil à retordre cette moto. Oui, c'était un peu difficile, mais quand même, elle a fini les 3 heures de l'année et c'était magnifique. Et oui. Merci. Bravo. La Yamaha numéro 7 qui a remporté les 24 heures de Spa et qui donc, avec ce bol d'or aujourd'hui, décroche ce titre de champion du monde pour la première fois depuis 14 ans. C'est long 14 ans quand on est une écurie pareille, Eric. Ah oui, c'est long et il faut persévérer et ça n'a pas été simple, hein. Ce matin, on avait Eric Dessen, qui est le directeur de Yamaha Europe, qui nous expliquait qu'il a fallu prendre son mal en patience parce que pendant un moment, eh bien, cette équipe du Yart, c'était un petit peu le laboratoire de développement de Yamaha. Donc, des fois, ils partaient et ils savaient qu'ils allaient certainement rencontrer des problèmes et ils étaient absolument pas sûrs de l'issue de leur course. Et puis là, depuis l'intersaison, on a changé le fusil
fusil d'épaule. Il n'y a plus que comme représentant officiel dans le championnat du monde d'endurance. Et du coup, on a arrêté ce côté performance ultime pour se recadrer plus sur les valeurs de l'endurance. Et bien, ça paye, ça porte ses fruits, parce que Nicolo Canepa l'a dit et il l'a souligné. On était sur le podium au Mans, on a gagné à Spa, on est là au bol, au pied du podium, ce qui prouve bien qu'on a travaillé dans ce sens, dans le sens de l'endurance, dans l'esprit même de l'endurance. Et aujourd'hui, eh bien, ça paye, ça porte ses fruits avec ce deuxième titre pour la structure de Mandy Keynes. On continue d'être au plus près des champions du monde grâce à Mylène Derange, Jérémy Heinzmann qui les suivent. Le Bol d'Or, 86e édition remportée par la Suzuki numéro 12, la Yamaha numéro 7 qui décroche donc après cette finale du championnat du monde, ce titre de champion du monde 14 ans après. Ça veut dire que la Honda numéro 1 qui était en tête de ce championnat du monde a donc connu un problème, peut-être l'occasion de le rappeler Eric, l'abandon à mi-course environ de la Honda numéro 1. Oui, c'était durant la nuit. En fait, Mike Di est rentré au stand pour un problème technique et on n'en a pas su beaucoup plus parce qu'on n'a pas trop voulu communiquer chez Honda. Mais voilà, malheureusement, cet abandon signifiait la perte du titre de champion du monde. L'abandon, il dit oui, je suis super content. Oui, l'abandon cette nuit en milieu de nuit à peu près, clairement. Et là ici, on a les champions du monde qui évidemment sont aux anges. On a eu Karel Anika et là Marvin Fritz. Voilà, je suis sans mots, je trouve pas mes mots. Et puis Nicolas Canepa qu'on a eu au micro de Mylène il y a quelques instants. On a vraiment travaillé dur, je suis fatigué, mais on a vraiment travaillé dur pour réussir ce résultat. Mes coéquipiers ont vraiment été incroyables, l'équipe Yamaha également. Voilà, vous êtes champion du monde, profitez. Voilà. On va en profiter tous ensemble parce qu'on attend le début des podiums. C'est aussi ça le spectacle du Bol d'Or. On va en profiter ensemble sans aucune interruption et puis on accueillera nos volleyeurs Erwin Gapet et Daryl Bultor qui nous font le plaisir de nous rendre visite. On profite encore de ces scènes de joie grâce à Mylène et à Jérémy Heinzmann. Allez, ici là, ouais! Bouge pas, Vous le vivez en live, on entend derrière, c'est les photographes qui incitent à lever les bras, à sourire pour immortaliser évidemment la victoire. On profite d'Erwan Nigon qui est avec nous depuis le début de ce Bol d'Or. Erwan, est-ce que ça change une vie quand on remporte le Bol d'Or quand on est pilote ? Oui, honnêtement, c'est vraiment une course particulière avec beaucoup de monde qui la regarde, qui la suivent à travers justement les diffusions et même à travers le public. Donc c'est vraiment symbolique, si vous voulez. Puis c'est vraiment cette coupe-là, quand on l'a à la maison, elle est vraiment incroyable, quoi. C'est un Bol d'Or, donc c'est vraiment ça, moi personnellement, ça m'a changé ma vie puisque j'ai décidé d'arrêter ma carrière là-dessus, donc c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie. Ouais, puis j'allais dire, mais Saoud, si vous me permettez de rajouter, ça change vraiment une vie puisque ça vous permet ensuite d'être consultant pour la chaîne L'équipe. Exactement. Ce qui change beaucoup la vie aussi dans la tête des gens, c'est le fait d'être champion du monde. Ça aussi, ça a vraiment un impact énorme puisque on se rappelle toujours d'un titre de champion du monde. Donc quand on dit aux personnes, j'ai gagné Le Mans ou j'ai gagné le Bol d'Or, ça tout de suite ça leur parle. Et champion du monde aussi. C'est comme quand on dit je suis champion olympique, c'est à peu près ça. Et on va accueillir un champion olympique, Erwin Gapet, dans quelques minutes maintenant. C'est vrai que ça transforme une vie et on comprend toute l'émotion. William, vous aussi ça a transformé votre vie parce que vous l'avez remporté plusieurs fois le Bol d'Or. Une seule fois le Bol d'Or, plusieurs fois le Mans, mais c'est vrai que ça change une vie parce que c'est une satisfaction personnelle. On s'engage dans des compétitions de haut niveau pour gagner. Alors tout le monde n'y arrive pas forcément, mais tout le monde se donne à 100%, peu importe son niveau, et c'est ça qui est important. Après, gagner le Bol d'Or, je sais que
pour ma part, c'était la course la plus importante à l'époque. C'est-à-dire que presque le titre de champion du monde avait beaucoup moins d'importance. On voulait gagner le bol d'or et puis gagner les 24 heures du Mans. C'était les deux épreuves phares quoi, pour un pilote français. Pour ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir aller rouler en Grand Prix, c'était vraiment la satisfaction, le but ultime. On voit le classement final de ce championnat du monde d'endurance moto avec donc la Yamaha numéro 7 qui est championne du monde, la Suzuki numéro 12 en deuxième position et on a aperçu la BMW en troisième position avec la BMW 37 qui avait réussi la pole d'ailleurs pour la deuxième année consécutive et puis la Honda numéro 1 qu'on a aperçu à la quatrième place. C'est l'un des coups durs de cette 86e édition de ce bol d'or. Les tableaux, ça veut dire que le protocole va démarrer et qu'on va pouvoir assister au podium dans quelques instants maintenant. Peut-être un mot sur cet équipage vainqueur, Greg Black, Sylvain Guintoli et Étienne Masson. C'est un équipage en or finalement. Il y a une cohérence, une cohésion, une histoire commune qui est assez extraordinaire entre ces trois garçons. Oui, c'est une histoire assez sympa entre ces trois garçons, puisque Sylvain Guintoli est venu se greffer à l'histoire de la famille Dussert lorsqu'il y a eu, je dirais, l'association avec Yoshimura, le préparateur japonais. Et de fait, c'est d'autant plus symbolique aujourd'hui cette victoire au bol d'or que Sylvain Guintoli va quitter ce team Suzuki Yoshimura Certes Motul, puisque on le sait, c'est un secret de Polichinelle. Il va assurer pour l'instant, en tout cas la première partie de sa mission, ça sera d'être pilote de développement pour BMW et on peut peut-être s'attendre à le voir arriver en endurance, pourquoi pas sur la BMW numéro 37, mais voilà, c'est une façon de clore le chapitre endurance chez Suzuki pour Sylvain Guintoli de la plus belle des façons. Le podium si attendu dans ce bol d'or qui commence, eh bien on va le vivre ensemble, Eric, William et Erwan. Ouais, on a appelé évidemment la BMW qui monte sur la troisième marche du podium. Les nouveaux, évidemment, prétendants à la victoire qui ont échoué de peu, mais c'est comme ça. Derrière, on a pour la deuxième fois consécutive sur le podium, l'année dernière, ils étaient sur la plus haute marche, je vous les accompagnais. À l'époque, Erwan, c'est le team 333 Viltaïs Racing. Et Florian Alt, Steven Udoldan et Tati Mercado. Et enfin, l'équipage vainqueur, la Suzuki numéro 12 qui s'impose avec ce travail énorme réalisé par Greg Black et Étienne Masson en compagnie de Sylvain Guintoli. C'est sûr qu'à ce moment-là, on oublie les courbatures. Au moment de monter, même la marche, si elle fait 1m50 de haut, on la monte sans problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, on voit aussi Yannick Lucot qui vient féliciter le team manager de la 333, qui vient féliciter les pilotes de la BMW et les pilotes de la Suzuki. Voilà, Étienne Masson, Greg Black, Sylvain Guintoli qui monte sur le podium avec son fils Jérémy Guarnoni, Karel Anika et Marcus Reiterberger qui ont fait eux aussi sur la BMW une superbe course. Je crois qu'on a un très beau podium. Oui. On a un beau podium, on a des belles équipes. Et ça fait évidemment ça fait plaisir parce que ça a été des équipes qui ont été tout le temps aux avant-postes. Il n'y a jamais eu de gros rebondissements qui permettent de gagner beaucoup de place à ces équipes. Elles ont toujours été au fil des 24 heures des deux tours d'horloge à minima dans le top 5. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que là, il n'y a pas de hasard. Derrière tout ça, il y a énormément de travail, énormément de préparation, que ce soit pour le team ou les pilotes, en préparation physique, etc. Donc, franchement, bravo à eux. Voilà, c'est Jean-Marc Dénu, le vice-président de la Fédération française de motocyclisme, qui remet les trophées à l'équipe de la Honda 333. Voilà. Et James Westmoreland, le pilote de réserve que vous voyez en bleu à côté de Leandro Mercado. C'est bien aussi de faire monter le pilote de réserve sur le podium. Bien sûr, parce qu'il a participé. C'est la première fois que je le vois. Ouais. Que je vois un pilote de réserve monter sur le podium, mais effectivement, comme vous dites, Erwan, il a participé, il a contribué, et c'est lui qui a probablement rodé les plaquettes, mis en place certaines choses, et puis il était pilote de réserve. C'est un rôle particulier, parce que vous venez en sachant que vous n'allez pas rouler, mais finalement, au dernier moment, on est capable de vous dire tu roules. Donc il faut être capable de s'adapter avec très peu de kilomètres sur la moto.
Et voilà le trophée de la victoire de ce 86e bol d'or pour la Suzuki numéro 12, la Suzuki Yoshimura, certes motule, de Greg Black, d'Étienne Masson, de Sylvain Guintoli. Et on a vu Yo-San derrière le responsable Yoshimura qui était aux côtés de ses pilotes. Du Yoshimura, certes motule, fait retentir la Marseillaise. On va profiter encore de ces instants de bonheur après cette 86e édition du bol d'or remportée par la Suzuki numéro 12 et on rappelle la Yamaha numéro 7 qui décroche le titre de champion du monde. Allez, ça va fêter ces trophées sur le podium. On prendra des nouvelles du basket championnat de France, la Betclic Elite avec la première journée. Ça repart, c'est votre nouveau feuilleton du dimanche. 18h55 tout à l'heure, Lasvel face au Mans, mais on profite de ce podium encore quelques secondes. Allez, on va profiter du podium de la remise pour le titre de champion du monde dans un instant. Mais on rappelle la victoire de la Suzuki numéro 12, la Yamaha numéro 7 championne du monde et l'abandon de la Honda numéro 1 qui était en tête du classement général. Le temps qu'on se mette en place pour le protocole et le titre de champion du monde pour la Yamaha numéro 7, on vous propose de faire un petit détour par le basket. Donc c'est l'événement de ce dimanche, la reprise du championnat de France, la Betclic Elite avec la première journée. Lasvel face au Mans, c'est la première affiche qu'on vous propose et vous le savez, c'est votre nouveau feuilleton le dimanche, le championnat de France à suivre tous les dimanches 18h55. On va aller voir Thomas Dufant qui va commenter cette première affiche avec Christophe Denis tout à l'heure et on démarre magnifiquement avec cette affiche. Lasvel, outsider absolu de Monaco, champion de France en titre face au Mans. Thomas, cette Betclic Elite nous promet une saison absolument passionnante et vous allez nous dire en quelques secondes pourquoi. Bonjour Messaoud, oui en effet ça va être une très très belle saison, il va y avoir ce duel au sommet des deux mastodontes, Lasvel d'un côté et l'AS Monaco champion en titre de l'autre, deux équipes avec plus de 20 millions de budget, c'est une première dans le championnat et puis il y aura le feuilleton aussi autour des jeunes joueurs, bien sûr nous sommes dans l'après Victor Wembanyama, mais il y a d'autres prospects potentiels qui iront à une NBA l'année prochaine, je pense à Zachary Zaché, je pense à Melvin Ajassa, donc il y aura beaucoup de choses à raconter, ça commence aujourd'hui en effet avec cette rencontre entre deux clubs historiques, Lasvel et Le Mans. Et un petit mot sur Lasvel, Thomas, parce que Lasvel de Tony Parker qui a changé énormément de choses cette saison et on guette déjà avec beaucoup d'impatience cette première face au Mans. On change, on se renforce pour concurrencer justement Monaco. Hein. Oui absolument, Lasvel nous doit une revanche. L'année dernière, ça a été très compliqué entre la dernière place en Euroleague et la défaite face au Metz 92 en demi-finale des playoffs. Lasvel était obligé de se relancer et puis ils ont décidé de faire grossir l'effectif. Il y a des anciens joueurs NBA qui sont arrivés, je pense à Frank Jackson par exemple. Il y aura toujours Nando De Colo, il y aura toujours Geoffrey Lauvergne, mais il y aura aussi Timothée Luau-Cabarrot, l'international français. Donc c'est une équipe qui est toujours dirigée par TJ Parker et qui se doit d'essayer d'être champion de France une nouvelle fois. Le MSB, un petit mot sur cette équipe. Quelle concurrence face à Lasvel aujourd'hui? Bon, ça va être compliqué, honnêtement, pour les hommes d'Éric Delors, mais il n'empêche que
il y a toujours moyen d'aller chercher une belle victoire. C'était le cas l'année dernière. Le Mans avait gagné sur le parquet de l'Astrobal. Ils vont devoir remplacer deux hommes importants de la saison dernière. Terry Tarpé, international français, qui est parti à Monaco, et Matt Morgan, qui a fait partie du meilleur 5 de fin de saison. Donc à voir comment Éric Delors a préparé son équipe pour ce premier match. C'est magnifiquement emballé ça, Thomas. Merci infiniment. Le match, vous le commentez depuis votre balcon ou vous venez nous voir tout à l'heure? Alors je profite des derniers rayons de soleil de ce mois de septembre et puis ensuite j'arrive pour vous serrer la pince, mais ça vous dit. Christophe Denis vous attend, il va vous accompagner aujourd'hui, on sera ensemble donc à partir de 18h55 pour lancer ce grand feuilleton du championnat de France de basket. La Betclic Elite en clair, c'est tous les dimanches donc pour la meilleure affiche sur chaque journée, 18h55. On est de retour au Castellet, ce circuit mythique après le Bol d'Or et ce trophée qui pèse combien d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi lourd que le trophée des 24 heures du Mans, Eric? Bonne question encore une fois. Le trophée auto, vous voulez dire, ou le trophée moto? Le trophée des 100 ans, allez. Ouais. Allez, oh, il est un petit peu moins lourd, mais il dépasse largement les 10 kilos. Faut demander à Erwan, il a dû porter l'année dernière. Ouais, remarquez, c'est vrai. Il est assez lourd, hein. Très honnêtement, on a été obligé de le porter à plusieurs. En tout cas, c'est toujours une joie immense de transporter, de soulever ce trophée. Il nous reste toujours un peu de force pour le faire. Ça, et bien évidemment, la fameuse bouteille de champagne. C'est pas un certain temps, c'est un certain poids, mais Saoud. Avec modération, on le rappelle, évidemment, comme à chaque fois. Mylène est toujours dans les coulisses de ce Bol d'Or. La remise du trophée pour le titre de champion du monde pour Yamaha, c'est la suite du protocole, Eric. Hein. En principe, oui, c'est la suite du protocole qui nous attend. On espère qu'on va pouvoir le vivre en direct, bien évidemment. Avec, voilà, je crois que c'est en train d'arriver. J'entends les clameurs du public qui montent en son d'ambiance. Les voici. La BMW, du coup, qui remonte au même endroit que pour le classement de ce Bol d'Or, troisième marche du championnat du monde pour la BMW numéro 37. Et ça va être un nouveau podium. L'équipe du CF. La deuxième marche, cette victoire dans ce 86e Bol d'Or, qui permet à l'équipe Suzuki Yoshimura, certes Motul, de prendre la deuxième marche du podium, vice-champion du monde 2023. Et maintenant sur la plus haute marche du podium, the winner is Et les voici, les champions du monde, Nicolo Canepa, Hilal Mikhalchik et Marvin Fritz, donc qui vont monter. Nicolo Canepa, il n'arrive pas. Il va faire le tour du podium. Mais les voilà, ce sont les champions du monde, 14 ans après le Yard renoue avec la consécration mondiale. championnat du monde. Et Jorge Vegas qui va remettre le président, s'il vous plaît, de la Fédération internationale de moto va se faire en Eric, quel hymne va être joué dans quelques instants là? Il peut remettre la médaille des la question est normalement c'est l'hymne sous lequel nationalité de l'écurie. L'équipage est engagé normalement. Exactement. Donc normalement ça devrait être l'hymne autrichien. Et c'est pour ça que pour ne rien vous cacher, mais Saoud, on a été un tout petit peu surpris par la Marseillaise parce que logiquement le team Suzuki certes Yoshimura Motul est engagé en principe sous la bannière japonaise. Donc il y a trois Français, donc c'est normal la Marseillaise. 3 ans s'arrêter. Seriez-vous un peu chauvin, mais Saoud? Absolument pas. Quand il s'agit de sport, jamais. Surtout pas. Donc on va voir, mais normalement oui, ça devrait être l'hymne autrichien. Grand absent Honda sur ce podium, c'est l'un des faits majeurs de cette fin de championnat. Oui, effectivement,
ils étaient arrivés en tête, ils avaient gagné l'an passé ici même, hein, c'était eux qui avaient renversé le championnat l'an passé ici même, et voilà, cette année malheureusement pour eux le scénario ne s'est pas renouvelé, et de façon très sympathique, vous l'avez peut-être vu, c'est Petit Polo qui monte aux côtés de l'équipe du Suzuki certes Yoshimura Motul sur le podium. Petit clin d'œil à Petit Polo, on le rappelle, 40 ans au service de l'équipe du CERT. Nicolo, Canepa, Marvin, Fritz et Karel Anika. On va vivre l'hymne ensemble et puis on marquera une très courte pause avant qu'Erwin Ngapet et Daryl Bultor nous rejoignent, nos champions olympiques, pour évoquer le championnat d'Europe de volley bien sûr, et puis le futsal pour la suite du programme. Premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2024 pour l'équipe de France face à la Slovaquie, et 18h55 la reprise du championnat de France de basket. Asvel Le Mans, le trophée le voici. Le trophée de la première place. Et mesdames, messieurs, le Gard, une égard à sa nationalité et à cette victoire sur le championnat du monde, fait retentir l'hymne de l'Autriche. Elle était belle cette 86e édition du Bol d'Or, grâce à Eric Sélis au commentaire, accompagné de William Coste, d'Erwan Nigon, Mylène Doran, Jérémy Heinzmann au plus près des écuries et les moyens techniques d'AMP. Merci infiniment à tous. On va marquer une très courte pause. Restez bien avec nous. Erwin Ngapet est là dans quelques instants avec Daryl Bultor également, nos champions olympiques qui vont revenir avec nous sur cette 4e place au championnat d'Europe de volley. Et puis les événements vont s'enchaîner avec le futsal. Il faut accompagner cette équipe de France pour se qualifier pour la première fois à une Coupe du Monde, et la reprise du championnat de France de basket, 18h55. A tout de suite, on quitte le Castellet et on accueille nos champions olympiques.